اهلا السلام عليكم. اليوم باش نكلمكم على جربه du 11e siècle. Donc نحكي لكم, je vous raconte l'histoire de Djerba. Donc jusqu'au 9e siècle, Djerba c'est l'état Khawarij. Il faut comprendre, quand on dit état Khawarij, ça veut dire état neutre. C'est un état qui, c'est même pas un état, mais c'est une communauté qui ne prend pas parti, qui ne fait pas alliance, qui ne se soumet pas. Et donc, la notion d'État Khawarij, c'est un État qui est neutre, qui ne se mêle pas au conflit, qui ne se mêle pas à la guerre, qui ne fait pas alliance, qui évite toute confrontation. C'est un peu le système. Alors, quand arrivent les Fatimides en 905, je vous disais donc au Xe siècle, les Fatimides vont tenter d'imposer un gouverneur local qui va essayer encore de convertir les populations. Parce que les populations pratiquent un rite ibadite et les Fatimides amènent un rite ismaélien, chiite ismaélien. Et je vous ai raconté dans une autre page qu'il y avait déjà une petite mosquée qui avait été un avant-centre qui avait été placé pour essayer de préparer les Djerbiens à la venue du Messie. À la venue du Messie, c'est la venue du Mehdi. Donc, vous savez, c'est l'imam caché qui doit arriver et à qui il faut faire honneur pour le recevoir. Et donc, Djerba n'adhère pas à ça, n'adhère pas à la nouvelle religion, et donc c'est avec force qu'ils vont essayer que les chiites vont essayer de convertir les Djerbiens, et il y a des scènes assez difficiles, et on va voir que malgré les scènes difficiles de conversion des ibadites au chiisme, on va voir pire par après. Donc dans la période fatimide, Djerba ne se mêle pas à la guerre, ne fait pas alliance, elle évite toute vassalité, elle n'obéit à aucun prince, et il faut savoir qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pouvoir à prendre, c'est une île sans eau, c'est une île sans ressources, et donc c'est pas une île facile, donc elle est isolée, et donc c'est le fait qu'elle soit une île sans eau, c'est essentiel dans la stratégie de défense de Djerba. Donc il n'y a pas de pouvoir à prendre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Et par contre, l'île est organisée autour de fermes. Donc les fermes datent de cette époque-là, ce sont des fermes, il n'y a pas de cité, il n'y a pas de gouvernement à prendre, mais il y a des fermes. Donc c'est un système très ancien où il y a eu, enfin, disons que c'est vraiment, mais c'est sociologique, c'est typiquement sociologique ce que je vais vous dire, c'est que c'est l'île dans l'île. Et la fermette, ce qu'on appelle en notre langue le houch, c'est un îlot dans l'île. Donc il n'y a pas de ville, mais au niveau de ce manoir local, plus tard il deviendra manoir, mais dans ces fermettes, ce sont des fermes de production, ce sont des fermes de production agricole, et c'est là où se déroule la vie. Donc ce sont des îles dans l'île, et reliées, et c'est à partir de l'époque rustémite que vont se mettre en place ces systèmes de production. Et quand on creuse le sol, on trouve des céramiques pour les canalisations d'eau, et ça date de cette époque rustémite, où les Djerbiens sont des producteurs qui exportent leur production agricole, de laine, de sucre, enfin je ne sais plus, vers dans le commerce transsaharien. Donc voilà, donc c'est une île assez isolée, assez fermée, et dans son système de défense, il y a des postes à l'extérieur, donc autour de l'île, il y a des postes d'observation, et quand un ennemi arrive, on le laisse faire, on ne se montre pas, et on attend qu'il se décourage. On n'est pas hospitalier, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui avec nos touristes, non, on n'est pas hospitalier, et on espère qu'ils partent. Donc c'est un système de défense qui a tenu pendant très très longtemps. Seulement, à partir du 9e siècle, la topographie est mieux connue. Les populations sont en contact. Donc, on sait qu'il y a des habitants dans l'île de Djerba, on connaît la topographie, donc il y a des interventions, des volontés de domination, d'abord avec les Fatimides, puis après avec les Zirides. Et donc, Djerba tombe sous oppression de gouverneurs qui veulent imposer leur pouvoir. Donc les Djerbiens vont s'opposer aux Fatimides. Fatimides, je rappelle, 905-947. Ils s'opposent au pouvoir des Fatimides. Et pour s'y opposer,
ils prennent le parti d'Abou Yazid. Abou Yazid, c'est le rebelle de Tozeur qui a bouleversé toute la puissance des Fatimides. Et je vous avais cité la citation comme quoi il était connu comme un des 3 dévastateurs du monde. Et c'était un rebelle, c'était un défendeur de l'Ibadite contre le schisme des Fatimides. Enfin, c'était plutôt contre les Fatimides, puisque les Fatimides avaient commis de nombreuses obstructions dans toute l'Afrique du Nord. Alors, quand les Zirides arrivent au pouvoir, donc après la mort d'Abou Yazid en 47, les Fatimides déplacent leur capitale à Mansouria, qui est du côté de Kérouan, et les Zirides prennent le pouvoir. Et à ce moment-là, donc sous les Zirides, c'est pareil. Les Djermiens vont vivre de très grandes oppressions, peut-être pire, puisque je vais peut-être vous citer des exemples. Dans l'histoire des croisades arabes en Libye, cité par Zawi, écrit qu'en l'an 1040, Ibn Badis extermina les chiites et abolit le chiisme. Il anéantit également le soufisme, l'ibadisme, le nokarisme, le moutazilisme, obligeant tout le monde à suivre le courant de l'imam Malik. Une telle politique encourageait les gens à maltraiter et à torturer les partisans de ces courants. Muaz ibn Badis Sanaji perpétra des crimes horribles. Il a contraint les habitants à adopter le malikisme. À cet effet, il réunit les savants de Sherba, considérés comme les meilleures références en matière de religion, de science, de culture, et a ordonné leur exécution sur la place publique. Les chiites qui ont essayé de se convertir, les habitants au chiisme, n'ont jamais atteint un tel degré de cynisme ni de violence. Dans une autre citation de Yahya Ali Muammar, El-Mu'azz bin Badis s'est sali les mains en tuant les innocents. À son retour à la Qada, il a été accueilli par des révoltes qui n'étaient même pas organisées par ses victimes. Quant aux Djermiens, ils ont été marqués à jamais par cet épisode. Leur tempérament naguère, neutre et pacifique, voué à l'adoration de Dieu et à la sauvegarde de la paix et de la sécurité, loin des crimes de guerre, céda la place à une réaction violente. Donc vous voyez, une tradition djerbienne discrète et sourde qui doit faire face maintenant à des exactions, à des tentatives de conversion des âmes, et à la lumière donc de ces violences, les Djerbiens ont dû modifier leur stratégie. Si autrefois, vous savez, quand un étranger arrivait, quand un bateau étranger arrivait, on le laissait se décourager de lui-même, on ne lui apportait pas de secours, on ne se mettait pas au contact, et dans le pire des cas, on le harcelait et encore, le harcèlement n'était pas une bonne méthode parce que harceler quelqu'un signifie qu'on existe. Donc, dès qu'on se manifeste, on peut revenir en force. Donc, le harcèlement n'était même pas une bonne solution. Pendant longtemps, la stratégie était de discrétion, de repli, de surdité, de ne pas faire de bruit, etc. Et là, ça va changer. À la suite des raids Sanaja, puisque je vous disais que la topographie, les populations sont connues, à partir de ce moment-là, on organise des raids beaucoup plus facilement. Alors, les raids sont surtout les raids de Sanhaj. Les Sanhaj, ce sont des tribus berbères, donc qui sont un peu l'appartenance du Ziride Ibn Ziri, Menad Ibn Ziri, et qui, eux, donc, font des raids, et pour asseoir son pouvoir, le Ziri Ibn Menad, je crois que c'est lui, surtout en 972, essaye de convertir enfin pas il essaye, il est converti de force pour pouvoir asseoir son pouvoir sur l'Ifriqiya, sur l'Afrique du Nord. Voilà. Donc ces violences, ces exactions vont pousser les Djerbiens à changer de stratégie. Alors, quelle va être la nouvelle stratégie? C'est d'abord, ils s'en remettent à un vers du poète arabe qui dit « Sera anéanti celui qui ne prendra les armes, deviendra victime celui qui ne sera bourreau. » Donc, à partir de ce moment-là, il faut prendre les armes, il faut se défendre. On ne peut pas continuer à avoir des violences, à subir de violences, c'est pas possible. Donc,
les Djerbiens changent de stratégie, ils se dotent d'une flotte, ils se dotent d'une armée, et ils s'apprêtent à se défendre, et ils ripostent au pouvoir zéride, et ils se débarrassent du gouverneur Sanhaji Ibn Khaldin, et ils arrêtèrent tout commerce avec Mehdiya, et ils essayent de garder leur autonomie. Malgré le martyr, ils rejetaient l'autorité du pouvoir de Mehdiya et conservaient leur rite ibadite. Alors, autre stratégie, c'est de s'allier. Et s'allier à qui? Eh bien, au principal ennemi des Zérides, c'est le Hamédite. Je vous avais, dans la présentation précédente, vous avez parlé de cette rupture familiale en 1007 entre les Zérides et les Hamédites. Et donc, les Djerbiens vont prendre le parti des Hamédites pour lutter contre les Zérides, puisque les assaillants sont essentiellement les Zérides. Et donc, ils accueillent le nouveau souverain Abdelaziz ibn Mansour, qui est accueilli ou qui débarque, je ne sais pas si tu as précisé, dans l'île de Djerba en l'an 1104. Il s'installe à Djerba, enfin il débarque à Djerba avec le soutien des Siciliens. Alors bien sûr, les Zérides ne vont pas apprécier cette nouvelle alliance et que vont-ils faire? Eh bien, ils vont envoyer leur armée, ils vont envoyer leur flotte et ils vont encercler l'île et on sera au bord de la guerre. La guerre semble inévitable, donc en l'an 1110, les troupes vont s'affronter et finalement, après plusieurs jours de crise, on finit par trouver un accord et on signe un traité de bienfaisance en l'an 1111 où les parties se disent qu'il correspond à l'esprit ou à l'idéal de l'islam. Et donc, ce traité de paix de 1111 entre Djerba et Mehdiya lève l'embargo, c'est-à-dire qu'il va permettre à Djerba de faire commerce avec Mehdiya, reprendre les échanges commerciaux. Il fait interdiction aux marins djerbiens d'intercepter les navires marchands en direction des ports tunisiens africains plutôt, et il donne la garantie d'autonomie à l'île de Djerba avec l'engagement de renoncer aux agressions sanhajites contre l'île. Donc, cet accord fut respecté. Et puis, l'autorité à Djerba est dirigée par le commandement hamédite de Ali ben Yahya, qui impose son autorité sur l'île de Djerba, donc vers 1115. Alors, on va avoir à partir de 1115 plusieurs... Alors, les historiens tunisiens disent attaque. Alors, c'est attaque, débarquement. Il faut bien préciser quelles sont ses intentions. Donc, en 1115, on vous dit les troupes siciliennes débarquent à Djerba. En 1118, 80 vaisseaux sont envoyés dans le golfe de Gabès pour soutenir le roi hamédite contre le Zéride. Parce que là, les ennemis sont à l'intérieur. Et donc, à partir de 1118, les Siciliens, les Normands siciliens, prennent leur autorité sur Djerba. Donc, ils décalent le souverain hamédite, le gouverneur hamédite, et ils prennent sa place. Et en 1100, il y a une date que j'ai oubliée quelque part, 1118, je crois, oui. Ils envoient une troupe contre Mehdiya, et une flotte contre Mehdiya. Les Normands envoient une flotte contre Mehdiya, et cette flotte va être divisée par les circonstances, et il y a une partie de cette flotte qui va rester bloquée. Et alors, donc ça va être une très grosse défaite une attaque sur Mehdiya en l'an 1123. Voilà, l'an 1123. Une part de l'expédition normande échoue et donc elle est bloquée à Rasdima et donc c'est une grosse défaite des Normands qui l'année d'après organisent des représailles contre qui? Contre Djerba. Et en fait cette représaille contre Djerba
c'est en fait, ils viennent rafler les hommes. Parce que dans certains textes, on ne comprend pas la stratégie. Et en fait, les rois normands de l'époque ont besoin de militaires. Et parce qu'ils sont dans des délires de puissance, ou des ambitions de puissance, et donc ils ont besoin d'hommes pour se battre. Et ils viennent rafler les jeunes. Excusez-moi, je n'ai plus de batterie. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Que les. J'en étais où? Oui, je parlais des représailles. Voilà, quand la flotte normande est bloquée à Arras, quelque part du côté de Mahdia, et quand ils ont pris une raclée, l'année d'après, ils viennent en représailles. Bon, les textes disent représailles parce que les Djerbiens voient des bateaux arriver, ils ne comprennent pas quoi. Et en fait, ce sont des bateaux qui viennent rafler les jeunes hommes pour les utiliser dans leur flottille, pour les enlever. Et vous savez ce que l'on critiquait chez les Turcs beaucoup plus tard, comme quoi les Turcs prenaient des jeunes pour j'ai oublié leur nom, pour les mettre dans la guerre. Alors c'était pareil, les Normands faisaient pareil. Donc ils venaient, puisqu'ils avaient des ambitions en Méditerranée, ils avaient besoin d'hommes pour leur flottille, ils venaient prendre des hommes à Djerba, dont la fameuse expédition de 1124. Alors nos historiens vous disent c'est une attaque, mais bon, quelque part, il y a un intérêt stratégique. Bon, c'est trouver des éléments de pillage, peut-être, rançonner les populations, piquer de l'or, sans doute, et puis prendre des jeunes hommes pour la guerre. Alors, donc, on va avoir une série d'attaques sur Djerba, dont celle de 1124. Une sera plus importante, c'est celle de 1134. En 1134, les Siciliens, les Normands de Sicile, voilà, les rois normands, je ne sais pas comment dire. Alors, attaque Djerba en 1134. Alors là, je vais vous citer l'ouvrage Mounis el-Mahibba, une importante où Mohamed Bourras écrit une importante flotte équipée par les Normands de Sicile débarqua à Djerba en 1134. Ils opposent une vive résistance d'un combat sanglant. La plupart des hommes ont péri ou mis en servage vers la Sicile. En l'an 529 de l'Hégire, donc 1135, du temps du règne d'Al-Hassan ibn Ali Yahya, le Sanhaji, l'île a été victime d'une attaque imprévisible menée par les chrétiens avec à leur tête le gouverneur Roger, donc c'est Roger, roi normand de Sicile, qui s'était emparé de la Sicile. Après cette guerre, peu de musulmans ont survécu. Les ennemis de Dieu ont conquis Djerba en semant la pagaille parmi les habitants, réduits plus tard à l'esclavage. En 548 de l'Hégire, donc l'année 1153, mais ça c'est beaucoup plus tard, les habitants de l'île se sont révoltés contre les occupants de Djerba. Ils ont subi beaucoup de pertes. Quant aux Siciliens, ils étaient équipés d'une flotte immense et ont réussi à s'emparer de l'île après des massacres horribles. Les survivants ont été déportés en Sicile, où ils ont été vendus comme esclaves. N'étaient restés à Djerba que ceux qui étaient peu redoutables et dont on ne pouvait craindre la rébellion. Donc ça, ce sont des textes historiques qui précisent beaucoup mieux. Bon, je ne suis pas historien pour revenir, j'ai juste cité les extraits qui ont cité. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs attaques sur Djerba, donc celle de 1134 qui est extrêmement pénible, et puis il y en a une, celle de 1145, de Georges d'Antioche, par le commandant Georges d'Antioche. Alors, si on creuse un peu derrière le personnage, Georges d'Antioche est un Syrien, d'accord? Donc, comme ça, quand on fait de l'histoire, on essaye pas non plus de fragmenter les choses aussi facilement. Georges d'Antioche, qui est bien sûr avec les Normands, vient de Syrie, et donc il y a toute une bataille en Méditerranée, et il faut comprendre le contexte historique. Les Siciliens, il faut savoir que jusqu'au XIe siècle, c'est un émirat arabe. Donc ils ne sont pas aussi éloignés de nous. Alors, ça mériterait une page
historique sur les relations de la Sicile et de la Tunisie, là où nos liens sont très forts et très anciens. Et la Sicile donc était un émirat arabe. On avait des influences. C'était, comment dire, une principale colonie. On pourrait utiliser ce mot, oui, qui a décliné un peu avec les Fatimides, surtout parce que il y a eu les Normands qui ont fondé une nouvelle dynastie. Mais les Normands, ils sont pas chrétiens. Les Normands se convertissent au christianisme. Donc les Normands, eux, ont des attitudes quasi païennes, et d'ailleurs, ça va révolter l'Église de l'époque, parce que l'Église, elle est très, très rigoureuse. Par contre, le roi Roger, par exemple, de Sicile, il avait un harem, il adorait le monde arabe, il était enfin le monde africain de l'époque, il était dans la luxure, le vin, l'alcool, enfin bref, c'était la fête, et c'était la guerre et la fête, hein, c'était deux choses très originales chez les Vikings, enfin les Normands, et ça déplaisait beaucoup à l'Église, aux États pontificaux, qui eux étaient beaucoup plus rigoureux, parce que eux, on ne boit pas d'alcool, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on se marie qu'avec une femme, enfin c'était donc vous voyez que le païen dont on parle, et puis en plus, il avait une fascination avec les pays d'Afrique du Nord, donc il était en contact, et ce n'est pas pour rien qu'il va monter plusieurs expéditions. Donc vous voyez, vous avez, c'est pas bien parce qu'on a une certaine historiographie qui fractionne la relation de la Méditerranée entre la Sicile et la Tunisie. Or, nous étions très très proches, et cette proximité va durer pendant très 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 longtemps. Je vous rappelle que les Italiens parlaient de nostro mare, notre mer, c'est l'histoire de refaire Rome. Et en Tunisie, on parlait de la Tunisie et des deux Siciles. Les deux Siciles, c'était la Sardaigne et la Sicile, et on a des liens très, très étroits aussi avec Malte. Mais bon, vous voyez cette orientation idéologique vers la Méditerranée, elle a perdu le pas par rapport à une autre influence. Et donc, quand je vous parlais de la Sicile, bon, je me souviens plus, Mussolini, elle est tombée sous l'influence italienne que sous Mussolini. Et encore, Mussolini n'a réussi qu'en évoquant le côté africain. Il a parlé de Saif l'Islam. Saif l'Islam, c'est Mussolini qui a parlé de ça. Il a parlé de ça avec les Siciliens. Donc, avec les Siciliens, dans le but d'aller en Afrique du Nord, de conquérir l'Ifriqier à la Tunisie, parce que c'est une même appartenance. Et donc, dans l'unité italienne, la Sicile est peut-être le dernier État à s'intégrer à l'unité italienne. Ils sont restés à part, et même après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait même un projet de devenir un État américain. Vous savez ça. Un État, donc, comme les mafiosi américains voilà, avaient contribué à la guerre, et donc, en échange, ils voulaient avoir leur État américain en Méditerranée. Et je pense que la question a été étudiée, et puis bon, ça ne s'est pas réalisé. Et donc, vous voyez que d'ailleurs, regardez, quand vous voyez nos Italiens de Tunisie, beaucoup venaient de Sicile, et ils apprenaient très vite l'arabe. Pourquoi? Parce que leur langue, elle est très proche. La langue originelle le sicilien, tout comme le maltais, tout comme le sarde, sont très imbibés de langue arabe, très proche de notre langue. Voilà. Bon, c'est une très longue parenthèse que j'ai ouverte là sur les Siciliens. Revenons-en plutôt à l'an 1145. Georges d'Antioche, le gouverneur Georges d'Antioche prend Djerba en 1145 et assoit le pouvoir normand sur Djerba. Et nous aurons donc quelques années plus tard la révolte d'Ahmed Sedouichi. En 1153, Ahmed Sedouichi lève une révolte contre l'Empire normand. Alors, Ahmed Sedouichi est surnommé Ahmed Saqali. Ahmed Saqali, qui veut dire Ahmed le Sicilien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dénomination de Ahmed Sedouichi, c'est clair que c'est djerbien, il n'y a pas de doute sur ça. Ahmed Saqali, pourquoi
s'appellerait-il, était-il sicilien? Ou s'est-il donné ce surnom? Alors, il y a une hypothèse, c'est qu'en 1134, son père et ses frères ont été déportés. Ils ont été raflés par les Siciliens. Et donc, il a gardé une rancœur à l'égard des Siciliens. Et donc, de ce fait-là, il aurait tiré son nom de Sakali. C'est possible. Wallahi, moi, je souhaiterais que si jamais il y a des historiens tunisiens qui en sachent un peu plus, s'ils pouvaient nous éclairer sur la page de ce personnage, parce que ce personnage, pour renverser les Normands à Djerba, a fait alliance avec les Mouahidines. Mouahidines, ce sont de nouveaux conquérants qui nous viennent de l'ouest algérien, et ce sont des nouveaux conquérants, des conquérants ouest. Tout ça, nous avons eu les Hilaliens par l'est, et là nous aurons les Mouahidines par l'ouest. Nous aurons aussi les Mourabitoun, enfin on aura plein de choses, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Donc Ahmed Sedouikchi ou Ahmed Sakali entretient une révolte contre le royaume normand, contre le pouvoir normand, et il arrive à appeler les Mouahidines et il met en place une nouvelle influence. Et donc les Normands sont battus et quittent Djerba en 1165, je crois, 1155, 1160, ou la 1160 peut-être, et l'île tombe sous influence mouahidine. Et les Mouahidines, alors j'ouvre encore une autre parenthèse, par exemple les Idir, Yider, Hantati, vous savez ces noms de famille que vous retrouvez à Djerba, ont peut-être ces origines marocaines de l'époque des Mouahidines. Yider, bon, Ben Yedder, etc. Oui, donc ce sont des grandes familles. Bon, c'est un petit clin d'œil. Hein. Si on va chercher les origines des Djerbiens, on va peut-être trouver ces éléments. Alors, maintenant, question importante que je dois me poser. Pourquoi toutes ces attaques sur Djerba? Donc, Roger lequel Roger? Un des Roger 1 ou le Roger 2 ou le Roger 3. Dès qu'il prend le pouvoir, Roger II, roi de Sicile, dès qu'il entame son règne, il commet plusieurs attaques ou plusieurs débarquements sur l'Afrique du Nord. Alors, pourquoi toutes ces attaques sur Djerba? Pourquoi toutes ces attaques normandes sur Djerba? Quelles étaient les motivations? Alors, est-ce que c'était des représailles? Représailles, Djerba n'est pas en haute mer, et représailles de quoi? Si vous sanctionnez Mahdia, en quoi est-ce que Djerba doit être... Donc la question de représailles, c'est possible, mais c'est comme si vous punissiez quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'affaire. Alors la question de l'expansion territoriale, non, puisqu'ils n'ont pas occupé. Ils viennent, alors peut-être prendre des soldats, c'est possible. Se ravitailler, c'est possible. Piller, probablement. Ça, certainement. On ne peut pas leur... Mais il y a des raisons stratégiques derrière tout ça. Il y a des raisons stratégiques. Alors, on va citer un géographe qui s'appelle Cherif el-Idrissi. Cherif el-Idrissi qui vient de l'actuel Maroc, qui est un géographe, qui travaille au service du roi normand. Et ce géographe a tracé toutes les cartes. Donc c'est quelqu'un qui allait voir tous les navigateurs et rapportait leurs récits et recomposait la carte géographique de l'Afrique du Nord et les mœurs et les mentalités des gens. Alors que dit-il sur Djerba, ce Cherif el-Idrissi? Alors d'abord on parle de l'île de Gerbe. L'île de Gerbe réputée pour son insolence à ne reconnaître aucun prince et le brigandage de ses gens. Donc les Chérifi reprochent à Djerba son insolence. Elle ne veut pas se soumettre à aucun prince, et le brigandage de ses gens, c'est le côté bon, harceleur sans doute, pilleur en haute mer. C'est possible, hein, c'est possible. Il y a des grands marins djerbiens
dont j'ouvre encore une autre parenthèse hein, pour comment dire, les amitiés familiales, les Raïs, par exemple. Raïs, c'était des familles de grands pirates, enfin pirates, de grands navigateurs. C'était des gens qui avaient de Raïs Bahar. Donc leur nom, le nom président, ça vient d'où? En fait, ça vient d'une puissance maritime. Donc c'est possible, mais bon, voilà. En fait, Djerba est un enjeu entre deux puissances, les Siciliens et les Fatimides d'Égypte. Alors, le Mantasser d'Égypte, oh, bon, son grand-père, il a quitté la Tunisie. Ils ont fondé la nouvelle dynastie fatimide en Égypte. Ils ont maintenant leur royaume là-bas. Ils n'ont aucun rapport avec Djerba. Et même, vous voyez, quand ils la reconnaissent, et puis oui, ce que je dois dire, c'est que Roger II et Montasser d'Égypte sont alliés. Toujours cette histoire de Sicile, la Sicile n'est pas très éloignée de nous. Nos conflits ne sont pas entre la Sicile et nous, non, parce que nous, on se bat contre nous. On est en conflit entre Hamadites et Zirides, entre Zirides et Fatimides, et les Fatimides d'Égypte, et les Fatimides d'Égypte sont en lien avec les Siciliens, et les Hamadites sont en lien avec les Siciliens. Donc, vous voyez, ce n'est pas aussi facile. Il faut se remettre dans le contexte historique. Il n'y a pas d'unité de puissance. L'Empire romain, il part. Il s'est déchlingué depuis longtemps. L'Empire byzantin aussi. En l'an 1100, il n'y a plus d'Empire byzantin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des États-nations et des cités-nations, des villes-États. Et donc, les pouvoirs s'opposent les uns aux autres. Donc, la Tunisie n'a jamais été unie. Au contraire, il y a eu vraiment des oppositions très, très fortes entre elles. Avec l'Égypte, bon, je vous ai raconté ça la dernière fois. Donc, et l'enjeu de Djerba, c'est un enjeu entre des gens qui n'ont aucun rapport avec Djerba. Alors, le souverain d'Égypte, il va remettre aux Normands une garnison en Andalousie, la garnison de Rotan, et puis, je sais plus, il échange des choses qui ne lui appartiennent pas. Et en échange, il signe des trêves, des accords entre eux. Voilà. Donc, vous voyez que le souverain d'Égypte, il se prétend représentant d'un territoire qui ne lui appartient pas, et c'est donc l'intention de se définir en chef de puissance au prix d'une forteresse lointaine qui ne lui appartient pas. Or, il n'y a aucun rapport entre la prise de Djerba et la traite de 10 ans. Le souverain égyptien et les possessions en Espagne, la forteresse andalouse et le roi sicilien. Le souverain égyptien se plaçait en échelle de puissance, ses prétentions sont hors grandeur, il négociait ce qui ne lui appartenait pas pour faire entendre l'Afriqiya sous sa souveraineté de calife fatimide. Donc je vous lis des extraits, ces extraits viennent de ce livre, hein, Outrage holotophage, et comme je veux dire, il y a une source de connaissances, tout un travail très très utile, c'est un peu le but de ces vidéos, parce que, bon, c'est d'ouvrir à pas pour vendre le livre, non, mais vendre le livre, c'est pas grave, mais ouvrir la curiosité historique, parce qu'il faut arrêter de faire ces lectures trop strictes, trop rigides, par cette fraction entre le nord Méditerranée et le sud Méditerranée, alors ça ne date que du 19e et même du 20e siècle. Mais autrefois, nous étions extrêmement mêlés, et les Siciliens étaient musulmans, et ensuite ils ont eu des dominations païennes, et ensuite ils se sont convertis au christianisme. Nous avons eu différentes obédiences musulmanes. En fin de compte, on arrive à des Siciliens aujourd'hui très croyants. Si vous allez en Sicile, vous allez voir, c'est des gens très pieux, et des Tunisiens qui sont aussi très pieux. Mais les uns sont chrétiens et les autres sont musulmans. Mais c'est devenu une ligne de fracture, la religion, alors que tant d'autres choses nous unissent, et finalement, d'un point de vue stratégie historique, nous avons abandonné notre ligne méditerranéenne pour aller plutôt vers une ligne, disons, asiatique ou orientale, ou, voilà, qui vient aujourd'hui. Si vous voyez l'actualité tunisienne, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la Tunisie qui viennent nous imposer des discours. Et au nom de quoi?
J'explique qu'on n'est pas un État souverain indépendant. Non, ils s'en foutent. Au nom de la religion, ils viennent vous imposer des codes de conduite, etc. C'est très, très grave. Hein. Et c'est une rupture avec, enfin, avec notre histoire. Bon, Hasilou, c'est comment je vais en terminer maintenant? Oui, j'ai sûrement dit des choses qu'il ne fallait pas dire et j'ai sûrement oublié des choses que je voulais dire. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore sur Djerba? Donc, juste je rappelle que c'est une île isolée, avec un système original, sans ville, sans pouvoir central, sans autorité publique. C'est un système de camouflage, de discrétion, qui a tenu, et puis à un moment, il ne tenait plus parce qu'on a commencé à subir des exactions. Et donc, on a dû changer de stratégie. Et la stratégie, ça consistait d'abord à se défendre, où on a été près de la guerre, où on a fourni des hommes à la guerre, et puis surtout aussi le changement d'alliance. Donc Djerba s'est allié avec les Hamédites contre les Zérides, s'est allié aux Siciliens, et puis après on s'est révolté contre les Siciliens, et puis on a eu les Égyptiens fatimides qui ont espéré mettre la main mise sur Djerba, mais ils ne réussiront pas, mais c'est plutôt les Mouahidines qui réussiront à mettre la main sur la Tunisie, sur Djerba, pardon, à partir de l'an 1160 ou 1165, et on dit que ça ouvre une ère de paix. Mais oui, une chose que je voulais dire aussi, c'est que Djerba n'a pas connu les civis hilaliens. Il n'y a pas de trace de nuisance des hilaliens. Par contre, nous avons les exactions de Bédis ibn Ziri, qui lui a voulu convertir les ibadites au malékisme, et il les a convertis de force. Donc vous vous souvenez, on a eu les Fatimides qui nous ont convertis, qui ont voulu nous convertir au chiisme ismaélien. Ensuite, nous avons eu le Zéride qui a voulu nous convertir au malékisme, et à chaque fois, donc ça s'est fait avec beaucoup de brutalité, de violence. Donc ça, c'est dans les pages Saint-Barthélemy des musulmans. Il faut le savoir, hein, parce que souvent on se dit, ouais, on est une religion de paix et de tolérance. Et que, si on creuse l'histoire, vous savez, chaque pays il a son histoire. Il y a peut-être eu des périodes de paix à Jérusalem, il y a dans d'autres cités, mais nous avons eu aussi des violences, des tentatives de conversion de force, etc. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire une prochaine vidéo. Pourtant, la prochaine vidéo serait intéressante parce que elle vous parle de l'avènement de nouveaux conquérants. Donc, on ouvre une page des conquérants. Après les Hilaliens qui nous viennent de l'Est, les Normands qui nous viennent du Nord, on va avoir les Mouahidines qui nous viennent, les Mourabitoun qui nous viennent de l'Ouest. Les Mourabitoun viennent de l'Adrar, l'actuelle Mauritanie. Et c'est ça, vraiment, mais eux ne vont pas arriver jusqu'en Tunisie, à part quelques escarmouches. Et on aura plutôt les Mouahidines qui, eux, vont arriver sur l'Afrique du Nord et ils vont contrôler l'Afrique du Nord pendant un certain temps. On aura encore les Mérinides, et puis ensuite on aura les Croisés avec Saint-Louis, et puis avant l'avènement de la dynastie Hafside. Voilà. Autre chose, c'est que c'est vrai que je dois voyager. Donc c'est la prochaine vidéo, je ne sais pas. allez يا جماعه يظهر لي طولت اليوم عليكم شويه. بسلامه. تشاو تشاو.